Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit vlog tranquille dans une ville provinciale de Russie. Alors ici, je vous parle depuis un complexe de monastères, vous voyez, de monastères orthodoxes. Et je suis dans une ville située au pied du massif du Caucase, qui a la particularité d'abriter une communauté d'origine grecque très importante. Donc c'est la ville la plus grecque de Russie. Je crois que 10% de la population est d'origine grecque ici, donc à Essentuki. Alors derrière moi vous avez le Christ Sauveur, donc la statue du Christ Sauveur du Caucase, et c'est surnommé Rio du Caucase. Vous avez Rio de Janeiro, vous savez, avec la grande statue du Christ, et ici il y a une grande statue du Christ et du coup c'est surnommé Rio du Caucase. Donc c'est la petite anecdote. Alors vous savez qu'en ce moment la situation est difficile, notamment ici en Russie où il y a une mobilisation de la population, mobilisation militaire, mais mon but ce n'est pas de parler de politique ou de géopolitique. Donc ici je vous parle plutôt du quotidien des gens, plutôt de la vie en province, de la vie ici qui est différente de celle de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, parce que la Russie c'est un peu comme deux pays dans l'un en fait. Vous avez les grandes villes, enfin surtout Moscou et Saint-Pétersbourg, qui sont on va dire la partie très occidentale du pays, et puis vous avez la province où le mode de vie, de pensée est quand même assez différent de celui de Moscou. Donc c'est bien que vous m'accompagniez dans ce vlog pour découvrir un peu ces contrées lointaines, car là où je suis, on est à plus de 2500 km de Moscou. Et d'ailleurs demain je prends l'avion pour Saint-Pétersbourg, ensuite je rentre en Estonie, et c'est 4h15 de vol d'ici, enfin de l'aéroport qui est pas loin de Essentuki. C'est 4h15 de vol, donc pour un vol intérieur jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc ça vous laisse imaginer la distance entre l'endroit où je me situe et puis Moscou et Saint-Pétersbourg. On se rapproche de l'église du Christ Sauveur. Je ne sais pas quel est le nom exactement en russe, mais il faut savoir que la Russie c'est un pays multireligieux et multiethnique. Donc en fait peu de gens sont au courant de ça, mais la Russie c'est une fédération de plusieurs peuples. Et vous avez toutes les religions qui se côtoient. Alors la religion majoritaire c'est l'orthodoxie, mais l'islam, le bouddhisme aussi sont très présents en Russie. L'animisme bien sûr. Il y a même des régions à majorité musulmane, notamment la Tchétchénie, le Daghestan. Il y a aussi la République du Tatarstan, il y a aussi la Bachkirie, il y a aussi la République, je crois que c'est la République de Kabardino-Balkarie. Et tous ces territoires de la Russie sont à majorité musulmane. Et vous avez aussi des territoires bouddhistes, comme la Bouriassie. Il y a aussi la Kalmoukie. Donc la Kalmoukie c'est situé en Europe, pas loin de la mer Caspienne, donc c'est à la limite de l'Europe, et c'est la seule région bouddhiste d'Europe. Donc ça c'est bien noté parce que beaucoup de gens en fait ne sont pas trop au courant de la composition de la Fédération de Russie. Et c'est pour ça que je vous fais ce vlog, justement pour vous expliquer un peu plus comment ce pays est construit. Donc c'est vraiment fascinant, et c'est pour ça que c'est vraiment très très triste quand il y a des conflits, parce que les gens vivent ici en paix majoritairement depuis des milliers d'années ensemble. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi beaucoup de Grecs là dans cette région, et les Grecs qui sont installés à Essentuki, ils sont là depuis le Moyen-Âge, depuis l'Empire byzantin, et même certains depuis la Grèce ancienne, depuis l'Antiquité. Voilà, nous sommes en dessous de la statue du Christ et je crois qu'on peut rentrer à l'intérieur. Donc on va aller faire un tour. Donc j'ai pas pu filmer l'intérieur de la statue, mais il y avait une salle richement décorée avec des chants religieux, et puis des dames âgées priaient et posaient des cierges dedans. Donc c'était vraiment très spirituel, même très mystique comme atmosphère. En général dans les lieux de culte orthodoxes c'est très différent des lieux de culte catholiques. Dans les lieux de culte catholiques c'est plutôt sobre, vous voyez. C'est plutôt de la pierre sombre, alors que dans les lieux de culte orthodoxes, en général c'est très richement décoré, vous avez des icônes, vous avez des cierges colorés qui brillent de partout, vous avez des couleurs peintes, dorées, argentées. Je vous invite en tout cas un jour, si vous avez l'occasion d'aller dans un pays orthodoxe, visiter les églises comme ça, c'est une spiritualité très forte aussi. C'est si calme et serein ici à Essentuki. Il faut savoir que dans cette ville, on n'est pas très loin du mont Elbrus, la plus haute montagne d'Europe.
qui culmine à 5642 mètres. Là, aujourd'hui c'est couvert, mais quand le ciel est bleu, eh bien, on voit cette montagne qui domine la ville. C'est très curieux, regardez, j'ai trouvé un bassin avec des tortues en plein milieu de ce complexe religieux. Et puis vous voyez, est-ce que c'est un crocodile au milieu? On a l'impression que c'est un vrai crocodile. Vous pensez qu'il y a des crocodiles qui vivent en Russie? Non, je pense que ça ressemble à de la pierre plutôt, mais c'est réaliste en tout cas. Il y a une autre chapelle et j'ai l'occasion de filmer à l'intérieur car je crois qu'ici nous avons l'autorisation. Alors rentrons dedans. Voilà. Plongeons-nous dans l'ambiance. Écoutez le bruit des oiseaux. Nous voici de retour au centre-ville de Yessentuki, après cette balade au complexe de monastères en périphérie. Alors vous pouvez voir à quoi ça ressemble une ville de province russe. Alors évidemment il y a des styles différents. Ici on est dans le sud de la Russie, donc le climat est beaucoup plus chaud. Là vous pouvez ressentir la douceur, on est fin septembre et il fait... Hier il faisait 28 degrés et là aujourd'hui il faisait 22. Alors que dans beaucoup de régions de la Russie, eh bien, c'est déjà l'hiver. Si vous allez en Sibérie par exemple, fin septembre, il fait déjà -5 le matin et peut-être +1, +2 l'après-midi. À Moscou, en ce moment il fait entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Et ici il fait entre 22 et 28. Donc vous voyez la différence. Donc là c'est vraiment méridional. Alors ce que j'aime bien dans cette ville c'est la variété d'architecture. Des maisons anciennes comme ça. Des maisons, ce qu'on appelle les domiki. Vous avez des complexes plus modernes. Donc, quand on se bat dans cette ville de province, on a l'impression d'être dans les années 80. Je dirais qu'en Russie et aussi en Ukraine, en Biélorussie, dans tous ces pays d'ex-URSS, au Kazakhstan, vous avez ce mélange entre l'ancien et le nouveau. On reste connecté avec le monde d'avant, mais on est très en avant-garde sur beaucoup de choses. Vous allez au Kazakhstan par exemple, la capitale Astana, vous tapez Astana, c'est vraiment un endroit très futuriste. Vous allez à Moscou aussi, vous voyez Moscow City qui est le business district, qui est très futuriste, et puis vous allez en banlieue à 30 km, vous avez des monastères très anciens. Nous voici dans un supermarché qui s'appelle Pitirochka. C'est une chaîne de supermarchés très connue en Russie, et il y en a dans toutes les petites villes. Allons voir ce qu'ils proposent. Alors vous avez une bonne sélection de vins car les Russes aiment bien le vin rouge et le vin blanc, donc en général ils viennent de Géorgie, il y a beaucoup de vins de Géorgie, les pays voisins. On va regarder un peu les origines. Là ici vous voyez, ah non attendez, je cherche, donc vous avez du vin allemand là, du vin italien, voilà c'est ça ici vous voyez, Saperavi, en cyrillique, en français ça se prononce Saperavi, Krasnoye, Soroye, donc c'est du vin rouge sec. Donc vu que la Géorgie c'est pas très loin, eh bien, il y a beaucoup de vin qui vient de là-bas. Il y a aussi du vin de Crimée je crois, et d'Abkhazie. L'Abkhazie c'est une région qui est officiellement en Géorgie mais qui est en fait autonome depuis un certain temps et qui est revendiquée par la Géorgie, mais ils font du vin qui vient de là-bas. Vous voyez ici, Product of Abkhazia. Là ici vous avez de l'eau minérale présente dans toute la Russie, très populaire en Russie, qui s'appelle Yessentuki. Et Yessentuki c'est la ville où on se situe car cette eau en fait vient d'ici. Yessentuki, la ville où je me situe, est une ville célèbre pour ses bains thermaux et pour ses eaux très minéralisées et très bonnes pour la santé. Alors on trouve des Kinder, c'est vraiment une surprise parce que la Russie est sous sanctions et il y a très peu de produits occidentaux, donc quand on voit une marque occidentale comme ça, c'est pas courant. Les yaourts sont assez chers ici, là vous voyez par exemple un pot d'Activia pour 41 roubles, ça fait environ 75 centimes d'euros. Parce qu'en Russie il y a beaucoup d'inflation et puis aussi l'euro a beaucoup chuté par rapport au rouble. Il y a quelques mois, 1 euro c'était 90 roubles et maintenant ce n'est plus que 56 roubles. Donc c'est pour ça que pour un voyageur européen qui gagne des euros, bien, c'est beaucoup plus cher maintenant que l'année dernière. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Regardez ces belles couleurs d'automne, il fait vraiment très beau ici dans le sud de la Russie. Et je m'apprête à parcourir plus de 3000 km pour entrer en Estonie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser toute la Russie, du sud, du grand sud, jusqu'à Saint-Pétersbourg au nord.
Et puis dans Saint-Pétersbourg, on va rejoindre la frontière. Et de là, on va traverser la frontière à pied entre la Russie et l'Union européenne. Et ensuite, revenir en Estonie. Voilà, donc je quitte l'appartement où j'étais, ici à Yessentuki. Donc vous pouvez voir le style architectural du bâtiment dans lequel j'étais pendant plusieurs jours. Nous voici à l'aéroport de Mineralnie-Vodé. Vous avez sans doute jamais entendu parler de cette ville, Mineralnie-Vodé. Donc c'est une petite cité au pied du Caucase qui est la porte d'entrée de plusieurs stations thermales du sud de la Russie. Alors ici, il y a en général des vols intérieurs vers Saint-Pétersbourg, Moscou, vers d'autres villes de Russie, mais il y a aussi quelques vols internationaux. C'est marrant parce que là je viens d'entendre qu'il y a un vol sur Istanbul et je crois même qu'il y a un vol sur Dubaï. Donc il y a des gens de Dubaï qui viennent peut-être ici profiter des montagnes du Caucase. Nous voici dans la partie des vols intérieurs de l'aéroport. Je vais vous montrer un peu les villes qui sont desservies aujourd'hui. Donc là vous voyez Moscou, la plupart des vols vont sur Moscou, mais vous avez aussi Novosibirsk en Sibérie. Et il y a Norilsk tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez Norilsk, c'est une des villes les plus froides du monde. Là-bas en hiver il fait moins 50 degrés. Et je pense que c'est des travailleurs du pétrole ou des mines. Parce que là-bas il y a des mines dans le nord de la Sibérie. Nous sommes arrivés à l'avion de la compagnie aérienne Pobeda. Donc, Pobeda est une filiale d'Aeroflot, la compagnie nationale russe. C'est parti pour 4h15 de vol. Alors la durée du vol pour Saint-Pétersbourg est assez longue, plus de 4 heures. En temps normal, ça prend 3 heures environ, 3h30. C'est à cause du conflit. Il y a des restrictions sur l'espace aérien et les avions sont obligés de faire un détour par la mer Caspienne et le Kazakhstan. Si vous regardez des sites, on peut voir des chemins empruntés par des avions. Bien, entre le sud de la Russie et le nord de la Russie, vous verrez que les avions font un détour par la mer Caspienne et le Kazakhstan. Chers amis, nous voici arrivés à l'aéroport de Saint-Pétersbourg-Poulkovo après plus de 4 heures de vol. Je vous avoue que c'était un peu long quand même, 4 heures de vol. 1 heure ça va, 2 heures, 3 heures ça va, mais 4 heures ça commence à faire. Je suis bien content d'être ici au sol. Et la température est beaucoup plus fraîche dans le sud, il faisait 25 degrés. Et là je crois qu'il fait que 9 degrés, on sentait bien à la sortie de l'avion. Donc maintenant il s'agit d'aller attraper un taxi pour aller jusqu'à la frontière avec l'Estonie. Bientôt on sera à la maison. On vient de sortir du terminal domestique de l'aéroport de Saint-Pétersbourg et là on vient de commander un taxi. Donc on a environ 2h30 de route et ça coûte 3300 roubles, ce qui fait environ 55 €, 60 €. Je vous laisse les amis, on se retrouve dans le taxi. Là je vais essayer de le retrouver. Ça y est, là je suis en zone internationale entre la Russie et l'Union Européenne. Donc, je viens de passer le contrôle côté russe. C'était épique, je vous raconterai un peu plus tard. Voilà, et là il fait vraiment froid, là vous voyez je suis pas très habillé. Donc là maintenant je vais rentrer en Estonie, donc il y a encore un passage de frontière à passer. Et ensuite eh bien, on sera à Narva. Donc, ça sera l'occasion d'enfin se reposer après un très long voyage, car ce matin j'ai fait de la route dans le Caucase pour aller jusqu'à l'aéroport régional. Ensuite plus de 4 heures de vol et ensuite 2h30 de taxi de Saint-Pétersbourg jusqu'ici. Me voici au final bien arrivé à l'hôtel bien au chaud ici à Narva, ville frontière entre l'Estonie et la Russie. Donc Narva c'est la ville qui est du côté russe
et de l'autre côté, eh bien, c'est Ivangorod, autrement dit la ville d'Ivan en russe. Alors, je vous avoue que c'était un voyage vraiment éreintant, parce qu'on n'est pas en période normale. En période normale, voilà, vous avez votre passeport, vous passez la frontière, il y a un coup de tampon et c'est bon. Mais là, non. Vous savez que c'est agité. Et je ne vais pas faire d'analyse dessus, je ne vais pas débattre dessus parce que ici, en fait, sur ma chaîne, on parle de e-commerce, de dropshipping, on parle de business en général, on ne parle pas de politique. Mais je vais juste vous raconter un peu mon expérience. Donc, on a pris le taxi depuis l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Et quelques kilomètres avant la frontière, surprise, barrage de paramilitaires. Donc, ils contrôlent les passeports. Et là, le chauffeur n'a pas le droit de continuer parce qu'apparemment, ce n'est que les gens munis d'une autorisation spéciale et les habitants locaux qui ont le droit de franchir ce barrage pour atteindre la ville frontière. Donc, je vous rappelle, c'est la ville d'Ivangorod, côté russe. Donc, au final, on se demande, mince, comment on va faire pour atteindre la frontière qui était encore à 5 ou 6 km. Donc, au final, le paramilitaire nous dirige vers un gars qui a une voiture assez ancienne et qui doit faire comme ça des allers-retours entre le barrage et puis la frontière. Donc, il y avait un autre problème aussi, c'est que le taxi, il fallait le payer, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réseau téléphonique pour faire un virement d'argent, parce qu'en Russie, on fait beaucoup de virements par téléphone, de banque à banque. Heureusement que j'avais des euros, donc j'ai proposé de payer en euros au chauffeur de taxi, il a accepté, donc j'avais du liquide. D'ailleurs, c'est une bonne leçon quand vous voyagez, et c'est toujours... Enfin, gardez toujours du liquide sur vous, même un petit peu, même 100 euros, 150, pas trop non plus, parce que quand on a trop d'argent, après on a peur de se faire dépouiller, et puis ça peut arriver parfois qu'on se fasse dépouiller, vraiment. Surtout si on va dans des zones un peu, on va dire, un peu unsafe. Mais voilà, donc au final, on l'a payé en euros, ça s'est bien passé. On a pris une petite voiture avec un chauffeur local qui nous emmenait jusqu'à la frontière. Et en arrivant à la frontière, bah voilà, ça s'est passé assez rapidement. De toute façon, elle est fermée, la frontière estonienne-russe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les touristes, les citoyens russes qui ont un visa Schengen, un visa européen, n'ont plus le droit de rentrer en Estonie. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas commenter non plus. En tout cas, moi, je pouvais passer grâce à mon passeport français. Donc, au final, on a traversé la frontière à pied, et puis on est arrivé côté estonien. Et puis, voilà. Ce qui est marquant ici, c'est que c'est vraiment cette frontière, c'est vraiment une limite entre deux mondes, entre le monde occidental et le monde russe. C'est plus qu'une limite entre deux pays. Je ne sais pas si un jour vous aurez l'occasion de la franchir, mais c'est une expérience unique. C'est la deuxième fois que je la franchis, enfin, même la quatrième fois, parce que j'ai fait dans les deux sens. Cette année, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique aussi comment je franchis cette frontière. Donc c'était plutôt en juillet, ouais, en juillet 2022. Et là, c'est en septembre 2022, donc j'ai refranchi dans ce sens-là. Donc voilà, là, je suis bien au chaud. Je vais me reposer, prendre un bon petit dîner. Et on se retrouve demain pour la fin du vlog. Donc, enfin, c'est dans la même vidéo, mais ce sera demain en termes chronologiques. Dans la vidéo, ça sera dans quelques secondes, mais si on prend la chronologie réelle, ça sera demain. Donc on se retrouve pour la fin du voyage qui va nous mener jusqu'à Tallinn. Allez, bonne nuit. Après une nuit à Narva, nous voici maintenant à la gare et nous allons prendre un train pour Tallinn. Alors je prends un train assez tard dans la journée, là c'est 14h30 parce que tous ceux du matin étaient remplis. Et hier soir on a essayé d'attraper un bus, mais on aurait pu, je veux dire, mais c'était un peu tard parce que le dernier bus de Narva à Tallinn partait à 19h30 et on a passé la frontière vers 20h. Donc au final c'est pour ça qu'on a dormi, bon c'était bien confortable. Et c'est vraiment curieux ici parce qu'on est en Estonie, mais tout le monde parle russe. Au supermarché, à l'hôtel, à la gare, je crois que Narva est russophone à 95%. Donc c'est vraiment en fait un morceau de Russie dans l'Union Européenne. Donc si vous voulez voir la Russie sans voyager sur place, vous pouvez venir ici, vous n'avez pas besoin de visa avec un passeport européen, visa Schengen, vous pouvez aller partout, y compris Narva. En tout cas, je vous invite à visiter cette ville un jour, si vous avez l'occasion. Allez, on se retrouve dans le train.
voici bien arrivés à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Ce fut un long voyage du massif du Caucase en passant par Essentuki, cette petite ville russe que je vous ai présentée. Ensuite, nous avons volé ensemble jusqu'à Saint-Pétersbourg. Nous avons pris le taxi de Saint-Pétersbourg jusqu'à la frontière estonienne. On a traversé la frontière à pied. On a passé une nuit à Narva, cette ville russophone de l'Est de l'Union Européenne à la frontière avec la Russie. Nous avons enfin pris le train pendant 2h45 jusqu'à Tallinn. Et voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vlogs et d'autres vidéos sur le business en ligne.